les mesures qui ont été prises ou adoptées par l'État marocain. Donc, ça concerne différents organismes publics, notamment l'ANAPEC, l'ODCO, l'INDH, l'APS, etc. Donc, parmi les actions mises en place, le fait d'encourager les projets innovants, l'incubateur, programme de mentorat, préparation à l'investissement, financement, etc. Alors, on a pris le cas de l'ANAPEC. Donc, le programme, parmi les 3 programmes, on a le programme Awalati ou Mon Entreprise qui vise les porteurs de projets dont le montant d'investissement se situe entre 50 000 et 250 000 dirhams. Ces investissements peuvent bénéficier d'une avance sans intérêt d'un maximum de 10% de l'investissement à hauteur de 15 000 dirhams. L'État prend en charge les frais d'accompagnement du candidat dans la limite de 10 000 dirhams par projet et se porte garant de 85% du crédit bancaire. Et en 2016, le programme Auto-emploi a permis d'accompagner plus de 1904 porteurs de projets, dont 25% sont des femmes, 848 projets financés et autofinancés, dont 21% des femmes, et on a créé 1825 emplois selon la DEPS en 2018. Alors, donc notre université, Cheikh Khalid El Jadida, elle a initié la création d'une agence universitaire UCD ANAPEC, donc l'université l'ANAPEC, qui est localisée au sein de l'université. Donc là, on commence par, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a un risque quand on est un entrepreneur. Donc c'est vrai que les motivations d'entrepreneuriat, c'est pas la même chose. On sait qu'on a plus de risques d'être entrepreneur que d'être un salarié. Donc, les motivations, soit c'est par opportunité, c'est-à-dire je cherche mon autonomie et je veux relever un défi, l'épanouissement personnel, l'équilibre du travail, etc. Soit par nécessité, parce que je suis chômeur, je n'arrive pas à trouver un emploi, je n'ai pas les moyens, j'ai été licenciée pour des raisons familiales, etc. Alors maintenant, quelles sont les missions de cette agence universitaire qui a été créée en 2016 ? Donc, c'est la formation, l'orientation entrepreneuriale, la formation à l'élaboration du business plan, le suivi post-création. Il y a des ateliers qui sont faits au profit des jeunes diplômés, que ce soit pour la sensibilisation à l'entrepreneuriat, le développement des soft skills. Et on a un incubateur au sein de la faculté des sciences qui a été inauguré le 20 décembre 2017, dont le rôle est d'accompagner les porteurs de projets désireux de lancer leur propre affaire sur 6 mois, en plus de l'accompagnement post-création de porteurs de projets. Alors, donc là, quelques statistiques. Entre 2016 et 2019, on est arrivé à réaliser 3165 entretiens de positionnement. Et là, quand je dis entretien de positionnement, c'est surtout pour détecter les meilleurs profils, les porteurs de projets qui ont un profil d'entrepreneur, et également on a également des ateliers de recherche d'emploi pour l'accompagnement, l'information et les sensibilisations. Et donc l'année 2018-2019, il y a eu 9 projets résidents. Quand je dis résidents, ce sont ceux qui ont c'est-à-dire qui bénéficient de la connexion, qui ont un poste fixe, qui ont un bureau au sein de l'incubateur. Et pour les non-résidents, ils bénéficient uniquement de la formation. Donc il y a eu 15 porteurs de projets non-résidents et 9 résidents. Et par la suite, cette année, on a augmenté la capacité à 50 projets, 25 résidents, 25 non-résidents. Donc là, on voit qu'on a, pour la création d'entreprises entre 2017 et 2019, donc les étudiants ou bien les jeunes diplômés qui ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat, on est passé de 236 à 723 étudiants. On a accompagné 55 projets en 2017, 96 en 2018 et 42 en 2019. Et on a créé 15 parce que là il s'agit des projets sont toutes des TPE, des toutes petites entreprises, donc avec 15, 27 et 18 en 2019. Et parmi les 24 porteurs de projets accompagnés au titre d'année 2018-2019, donc il y a eu une start-up, la création qui a été financée par la Fondation Recherche et Développement. On a une start-up également qui bénéficie de certains équipements comme les assurances, etc. 2 coopératives qui sont actuellement en activité et 18 porteurs de projets et une SARL. Voilà, donc là c'est le rôle de l'incubateur. C'est des séminaires pour le développement du personnel, des formations dans plusieurs domaines en gestion.
l'agence UCD, elle œuvre avec les partenaires, et plus particulièrement avec les entreprises, pour assurer des formations d'adaptation, des profils de formation qualifiante pour ceux qui sont en difficulté. Et là, on peut dire que même l'écosystème à IGEDIDA recommande vivement l'incubateur UCD à la tête pour bénéficier de leur accompagnement. Donc, on a un rapprochement université-entreprise et compte tenu des exigences des recruteurs des pouvoirs publics, ils ont entamé une refonte également de la licence universitaire pour développer cette culture entrepreneuriale. Et actuellement, il y a un nouveau modèle de compétences basé sur les attitudes comportementales qui est en train de s'instaurer et qui relève un défi pour le Maroc. Merci madame. Merci. J'ai négocié 5 minutes, professeur. Je vous ai accordé. Est-ce que vous êtes content? Merci. Merci beaucoup. Alors, on va consacrer 5 minutes de questions si vous avez des questions à nos collègues. Allez-y. Alors, merci pour cette présentation. Donc, ma question, si j'ai bien compris, puisqu'il y a des résultats sur 2018-2019, ça veut dire que les projets, c'est tout nouveau. Donc les projets confirmés sont des projets tout récents, c'est bien ça? Oui. Donc, je voulais savoir s'il y a une mise en place de modalités et d'outils de suivi pour voir un petit peu les... est-ce que c'est des... Oui, vous avez compris? D'accord. Oui. En fait, parce que là, il y a l'accompagnement et également le suivi post-création. C'est-à-dire après, il y a des ateliers de formation qui sont organisés au sein de l'incubateur. Et après, s'ils ont des problèmes, c'est-à-dire pour le fonctionnement de leur projet, il y a un suivi post-création. Mais c'est beaucoup plus pour la réussite du projet que des problèmes dont je parle. Est-ce qu'il y a des prévisions sur 5 ans, 10 ans, sur la pérennité du projet lui-même? C'est ça ma question portée sur ça. Parce que là, quand on parle d'accompagnement, ce n'est pas uniquement pour créer les projets, mais également pour la pérennité, bien sûr. Et sachant que c'est une expérience qui a débuté il y a quelques années, donc on n'a pas encore... mais les projets qui ont démarré, on voit qu'ils sont sur une bonne voie. C'est une excellente question, dans le sens où la pérennité des petites et moyennes entreprises, surtout dans ce genre d'initiative, les statistiques révèlent qu'au bout de 5 années, il y a, en tout cas au Canada, plus que 80% des petites et moyennes entreprises disparaissent. Et autre chose, c'est qu'à IGEDIDA, on s'oriente surtout vers l'entrepreneuriat social, collectif. Donc c'est plus la création et il y a également une coopérative installée à IGEDIDA, la CES, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la coopérative d'entrepreneurs solidaires. Donc là, on a pris le concept de la CAE qui a été initiée par Elisabeth Bost en France. C'est la coopérative d'activité et d'emploi. Et cette expérience, elle a été inculquée à IGEDIDA également à l'initiative d'Elisabeth Bost. Et cette coopérative, en fait, c'est que, parce qu'on a signé une convention de l'université et cette coopérative, c'est que également, là, même si on parle de coopérative, il y a ce système hybride entre salariat et coopération. Donc c'est une coopérative qui héberge des porteurs de projets et qui les accompagne avec des formations en soft skills, que ce soit en finance, en gestion, en comptabilité. Donc on apporte un soutien à tous les niveaux pour accompagner ces porteurs de projets. Donc ce n'est pas uniquement la création, mais également Si je me permets de rajouter un élément, c'est que, comme vous pouvez le constater, la ville de IGEDIDA est entourée d'une zone industrielle et on essaie au maximum, que ce soit dans notre faculté ou pour l'université en général, on essaie d'attirer des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent apporter leurs conseils à ces créateurs d'entreprises, à ces projets-là. Et on a eu la garantie pour qu'il y a du bénévolat dans ce sens. C'est pas facile pour convaincre des responsables d'entreprise à vous aider, mais on a trouvé du bénévolat dans ce sens et il y a vraiment un travail d'accompagnement. Mais pour vous dire la vérité, maintenant, l'expérience elle date de 2016 et on se focalise surtout sur la partie de création. Peut-être qu'on a omis un petit peu de donner plus d'importance à la pérennité, mais on essaie plutôt de sensibiliser et inculquer cette culture entrepreneuriale. C'est encore jeune. et autre chose,
quand j'ai parlé de l'écosystème, parce que, parlant de Georges Roosevelt de la zone industrielle, par exemple, le cas de l'OCP, on sait que l'OCP maintenant, il externalise certaines activités. Et donc, dans ce sens, c'est également pour un essaimage de petites et moyennes entreprises qui vont faire de la sous-traitance pour l'OCP. Donc, et cet écosystème, il recommande vivement cet incubateur, c'est-à-dire qu'ils viennent bénéficier de ces formations et après, ils peuvent également s'installer autour du site industriel pour réaliser des activités génératrices. Si vous permettez, comme la conférence est un lieu et un moment d'échange et d'ailleurs aussi de profit des expériences des autres, hier, pendant l'une des présentations avec Ben Amour de la HEM, eh bien, ils ont justement, c'est ce qui a attiré mon attention par rapport à votre projet, ils ont mis en place des outils et des modalités de suivi sur 5-10 ans. Et peut-être qu'il pourrait y avoir des échanges entre vous. C'était la première expérience de l'ANATEC avec une université marocaine et vu sa réussite, il y a d'autres, maintenant les agences universitaires sont en train de se mettre en place partout. Donc il y a eu à Knetra, la troisième, elle a été inaugurée à l'université Ibn Zohr, etc. Là, ça veut dire que c'est une réussite. Une question à notre professeur Abri. Est-ce que vous avez dans vos programmes d'enseignement à l'université, est-ce qu'il y a des cours qui s'adressent à l'entrepreneuriat? Oui, il y a une licence Je suis chargé d'une licence professionnelle en entrepreneuriat et management des organisations. Dans le parcours des étudiants qui ont le profil entrepreneurial, est-ce qu'il y a une sorte d'arrimage que vous faites avant de diplômer entre le milieu? Oui, certes, on essaie déjà, comme je viens de le dire, d'inculquer déjà cette culture entrepreneuriale parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'aversion au risque. Donc les étudiants, lorsqu'ils ont leur diplôme, il faut être clair là-dessus, ils cherchent un emploi qui est stable. Lorsque vous leur parlez un petit peu de l'entrepreneuriat, pour eux c'est un mouvement et ils ont peur de prendre le risque tout simplement. Donc notre mission dans cette formation, c'est déjà de leur dire que l'entrepreneuriat maintenant, et à chaque fois je donne cet exemple, je ne sais pas, c'est bon, tout le monde est au courant, c'est qu'on ne trouvera jamais de gens riches qui sont des fonctionnaires. N'est-ce pas? Tous les richards du monde, c'est des chefs d'entreprise d'ailleurs. On essaie un petit peu de les encourager pour avoir cette idée, déjà de constituer leur propre entreprise. On essaie aussi de bénéficier de certains programmes, ou bien comme celui de Vinjaz, je ne sais pas si vous connaissez, là où il y a une certaine compétitivité par rapport à ces étudiants et on leur fait des simulations par rapport à une création d'entreprise avec une définition de poste de chacun et de mettre en place un produit réel. Et il y a une compétition qui se fait par rapport aux établissements qui relèvent de notre université. Et là, c'est déjà, on essaie de faire ça et on essaie par la suite, on espère que ça va aboutir à des résultats qui sont positifs. Très bien. Une dernière question, s'il vous plaît. J'ai une question par rapport au secteur d'activité des entreprises qui ont été créées au sein de votre université. Vous avez parlé à l'heure de l'OCP. J'ai cru comprendre que l'OCP vous encourage les porteurs de projets à aller dans ce sens-là. Et est-ce qu'effectivement les entreprises qui ont été créées, est-ce qu'ils vont trouver demain un contrat avec l'OCP ou un autre organisme ou ça reste seulement dans les recommandations? Quels sont les secteurs d'activité des entreprises qui ont été créées au sein de... Alors ça, c'est un projet, on va dire, à moyen long terme. C'est-à-dire là, pour le moment, ils sont en train d'accompagner. Par exemple, il n'y a même pas 2 semaines, il y a un nouveau service qui a été créé qui s'appelle OCP for Community. C'est-à-dire, c'est également pour sensibiliser à la citoyenneté, tout ce qui est RSE, développement durable, etc. Et maintenant, ils se rapprochent de plus en plus des étudiants. Donc, ils sont venus faire une conférence juste pour voir quel est, c'est-à-dire les étudiants, comment ils perçoivent l'OCP. Et il y a vraiment un débat très enrichissant parce qu'au départ, il y en a qui disent l'OCP, c'est pas, c'est-à-dire, par exemple, il ne crée pas d'emploi, c'est pas pour nous, c'est que pour certaines personnes. Il y en a qui ont dit que c'est un pollueur. Donc il y a eu vraiment un débat enrichissant. Les gens de la région voilà, ne bénéficient pas de oui, voilà, ils disent qu'ils ne bénéficient pas. Par exemple, ils ont dit vous sponsorisez le festival Jawhara, qui
s'organise à El Jadida, mais vous ne sponsorisez pas les événements universitaires. Donc là, leur objectif, c'est de s'orienter vers la communauté et surtout la région d'El Jadida, voir quels sont les besoins des étudiants, comment ils perçoivent les choses. Et il y a également une convention qui va être mise en place dans ce sens. On a 3 présentations qui nous attendent, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans trop tarder, on va passer la parole à notre collègue, le professeur Mamadou Gandou Bagui, qui nous vient directement de l'Université Générale Lansana Conté de Sophonia Conakry, de la Guinée-Conakry. Il va nous entretenir aujourd'hui sur l'insertion des diplômés en Guinée. On est toujours dans le domaine de l'insertion. Sans trop tarder, je lui cède la parole. La parole est à vous, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Je vais rapidement commencer par une parenthèse. Ma thèse de doctorat a porté sur l'expérience de retour ou de non-retour des diplômés guinéens formés au Canada. Donc, j'ai fait ma thèse à l'Université de Montréal et je me suis intéressé pour ceux qui ont étudié là-bas, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils restent, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils retournent en Guinée. Là, maintenant, pour le thème de ce matin, je m'intéresse aux diplômés ayant étudié en Guinée et qui ne connaissent pas une étude autre que la Guinée. Donc, alors, pour cette étude, je me suis posé 2 questions fondamentales. La première est que les diplômés guinéens formés dans le système universitaire guinéen parviennent-ils à s'insérer sur le marché du travail, sous quelles conditions et sur quel délai? La deuxième question, ceux qui parviennent à s'insérer sur le marché du travail, quel atout disposent-ils? Alors, à la réponse à ces questions, j'ai essayé d'utiliser une étude qualitative concernant 2 facultés de l'université, à savoir la faculté des lettres et sciences humaines, ensuite la faculté des sciences. Question de faire une comparaison. Est-ce que ceux qui ont fait lettres s'insèrent plus vite par rapport à ceux qui ont fait faculté des sciences? Donc, dans une perspective de contraste, j'essaie de faire cette étude. Et il s'est avéré, à l'analyse des données collectées, sur 40 étudiants, 20 à la faculté des lettres et sciences humaines et 20 à la faculté des sciences, il s'avère que, indépendamment de la formation principale, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait histoire, qui a fait sociologie, géographie, ou quelqu'un qui a fait sciences, s'il ne fait pas d'autres formations qu'on appelle complémentaires, l'accès à l'emploi devient extrêmement difficile. Donc, ils font, après leur formation que j'appelle principale de filière, ils font des formations supplémentaires. Et ces formations supplémentaires sont généralement axées sur l'informatique, sur la comptabilité, sur l'anglais ou en gestion. Vous trouverez ça un peu paradoxal, c'est parce que ces matières ne sont pas enseignées à la base à l'université de Conakry. Donc, ce qui fait que les entreprises exigeantes par rapport à l'anglais ou par rapport à la connaissance de la gestion ou de la comptabilité, ils sont obligés, après leur diplomation, de faire ces formations que j'ai qualifiées de formations supplémentaires qui leur permettent d'y accéder au marché du travail. Et il y a un autre élément qui est très important pour eux, c'est les stages. Ceux qui ne font pas de stage accèdent difficilement au marché du travail. Et il s'avère que les entreprises, les employeurs profitent de la main-d'œuvre abondante de ces jeunes diplômés pour les utiliser dans leurs entreprises sans les recruter au finish. Vous pouvez voir un étudiant, un diplômé faire 2 ans, 4 ans de stage dans une entreprise, il n'est pas employé. Donc, on ne les emploie pas, mais par contre, on continue à utiliser leurs compétences pour faire fonctionner les différentes entreprises. Donc, ce qui fait que on arrive à la conclusion que pour l'insertion sur le marché du travail, les diplômés guinéens sont obligés de passer par ces formations supplémentaires, ensuite par les stages dans les différentes entreprises. Troisième élément important pour eux,
c'est l'utilisation des réseaux de relations. Dans le contexte guinéen, sans réseau de relations, c'est sûr que les diplômés ne parviendront pas à accéder facilement, sinon c'est impossible sur le marché du travail. Et j'arrive à la conclusion que 3 éléments influencent l'insertion sur le marché du travail pour les diplômés. La première, il faut ajouter à la formation de base une autre formation. Deuxièmement, il faut se servir des stages pour aller chercher un emploi sur le marché du travail. Et troisièmement, le réseau de relations qui est généralement utilisé pour ceux qui ont des parents qui ont des relations au niveau soit des entreprises ou à la fonction publique. Et c'est par ces 3 moyens-là que l'insertion professionnelle se fait au niveau des diplômés guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Barry. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressant. Seulement, quelques remarques. Vous avez libéré pour le choix de votre échantillon. J'ai parlé beaucoup sur la part de l'être et la part du sens. Je me suis dit pourquoi pas, et donc il fallait ajouter par exemple d'autres facultés de gestion pour permettre aux étudiants de voir ce que vous avez du développement et mesurer le taux d'intégration. Donc c'est bien qu'on voit là. Et deuxième point, c'est que c'est pas parce qu'au Maroc ces dernières années, avec un programme clé qui a commencé, je pense, même en Afrique, qui a commencé dans les années 2008-2009 au niveau du lycée ou par exemple de l'université, qui a donc cherché d'intégrer la question entrepreneuriale dès un âge prématuré. Il ne faut pas attendre que la question entrepreneuriale, ça doit commencer vers le supérieur. On doit le commencer à un âge prématuré, donc c'est-à-dire qu'il faut intégrer, on l'a dit donc tout à l'heure mon collègue, parce que la plupart des étudiants, ils se trouvent, on voit maintenant le domaine entrepreneurial et tout, donc c'est dans l'entrepreneuriat, toujours il y a le risque de stabilité. Dans notre culture, généralement au développement, sont plus calculés sur un poste où il y a un salaire fixe, administratif, etc., que sur ces dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont commencé à créer des startups, etc., qui ont mené la affaire. Donc là, je me suis dit pourquoi, et vous n'êtes pas en Guinée, mais il y a l'insertion, parce que soit la fac de sciences ou la fac de lettres, il faut intégrer, et donc la question entrepreneuriale doit être un module qui est indépendant parce qu'on peut être fac de sciences, on peut créer une entreprise, je peux être la fac de, vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque fois, il y a un lauréat, on va faire un double travail, c'est-à-dire une année de plus, 6 mois de plus, pour leur accompagner dans les modules de gestion. Merci. Pour la première question, je vais juste dire que même ceux qui font gestion, mais s'ils terminent en gestion comme formation de base, s'ils ne font pas de stage, s'ils ne font pas l'anglais, s'ils ne font pas l'informatique, l'accès au marché du travail devient extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gestion que les autres ont besoin d'aller. Ceux qui ont fait ces facultés que j'ai interrogées vont aller chercher l'anglais, la gestion. Ceux qui ont fait gestion, ils iront chercher l'anglais ou l'informatique. C'est que ce n'est pas intégré, ces programmes que j'ai appelés complémentaires, formation complémentaire, ce n'est pas intégré dès le départ, à la base, au niveau licence, master, c'est ça qui pose problème. Donc, même si vous faites gestion, c'est sûr que vous retomberez une autre formation supplémentaire à faire qui n'est pas liée à ce que vous avez fait pour y accéder au marché du travail. Oui, madame. Alors, moi, ce qui m'a interpellé le plus, c'est cette question d'exploitation des jeunes diplômés. Et donc, je vais emprunter à notre ami premier intervenant sa phrase de tout à l'heure, identifier le risque et mettre en place une politique pour contrer ce risque. Donc, ce risque, il n'est pas seulement chez vous, il est partout, je suppose. Hein, chez nous, en tous les cas, il existe. Mais peut-être que si on mettait en place des organismes comme la NAPEC, dont on a parlé tout à l'heure, des agences qui couvriraient un peu ces jeunes pour qu'ils puissent avoir un emploi digne, enfin, qui ne soit pas précaire à ce point-là. Oui, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, il n'y a pas ces agences qui jouent ce rôle. Mais étant donné que ce genre de débat incite à comprendre d'autres paramètres,
Là, je comprends que ce n'est pas en Guinée seulement que cela se fait. Sinon, moi, j'ai fait 19 ans au Canada avant de décider en juin passé de revenir. Donc là, je suis en train de voir plusieurs paramètres que je ne connaissais pas. Et ça va me donner des idées pour essayer de les répercuter au niveau de l'université. Oui, monsieur. Merci. Je vous félicite pour votre intervention. Mais toutefois, j'ai soulevé deux petites remarques. L'une porte sur le cadre législatif, puisque vous avez parlé d'une forme d'exploitation des jeunes lauréats. Donc, ils doivent passer 4 ans de stage pour pouvoir trouver un emploi. Là, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mettre des mesures législatives pour, comme ici par exemple au Maroc, au bout de 2 ans, vous êtes obligé de garder ce stagiaire, alors que chez vous, vous avez 4 ans. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, vous avez parlé de formation complémentaire. Là, on revient à cette question fondamentale, l'adéquation entre formation et emploi. Et demande. Sachant que, disons, dans les études qui ont été faites par le monde, c'est que 80% des emplois qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître. Donc, normalement, il faut aller anticiper et mettre une sorte d'adéquation entre la formation et ce que demande le marché. Sachant que on ne doit pas rester dans cette vision un petit peu figée qu'après formation, on doit être inséré quelque part. Pourquoi ne pas développer cet esprit entrepreneurial? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et malheureusement, il n'y a pas de législation dans ce sens pour l'instant. J'en ai vu des personnes que j'ai interviewées qui ont fait jusqu'à 6 ans comme stagiaire à la radio-télévision guinéenne, sans être employé et sans être poursuivi pour rien. C'est vraiment spécifique et c'est cynique, si je peux le qualifier comme ça. Dernière question, s'il vous plaît, madame, rapidement. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation supplémentaire en anglais. Donc, je suppose que pour le français, ils n'ont pas de problème. Non, il n'y a pas de problème parce que c'est langue officielle, c'est enseigné en français. Non. D'accord. Vous avez parlé seulement des langues, gestion et informatique. Est-ce qu'ils n'ont pas de problème de communication, de travail en équipe? J'ai pas essayé de savoir ça. C'est possible, mais moi je me suis intéressé en posant des questions. Qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas de l'emploi? Quels sont vos problèmes? Et là, ils ont soulevé ce qui revient le plus souvent, c'est l'anglais, la comptabilité, la gestion, l'informatique. Ça, c'est des choses, par exemple pour l'informatique, c'est quelque chose qu'on aurait dû pallier dès la première année. Mais malheureusement, ça n'existe pas pour l'instant. Parce que sinon, aujourd'hui, au Canada, tu ne parleras pas de problème d'informatique qui est initié même au primaire. Donc, ce qui fait que ça ne pose pas un problème. Mais pour la Guinée, c'est un problème parce que l'accès à l'informatique, c'est tout un problème. Par exemple, à l'université de Sonfonia, à ce jour, il n'y a pas d'Internet en réseau câblé. C'est encore du Wi-Fi qu'on utilise, le peu que l'on utilise. J'ai tenu une vidéoconférence une fois avec Montréal. J'avais de la misère parce qu'il arrivait des fois, les images sont floutées. Voilà. Donc il y a toutes ces situations qui se posent, mais c'est important de savoir si ailleurs il y a ça, mais d'autres lieux, ça pose d'autres problèmes. Merci, professeur Barry. Alors, on passe à la 4e présentation, Madame Guy de Moustapha, qui est enseignante à l'Université Mohamed V de Rabat. Elle va nous entretenir sur la formation en alternance comme réponse à l'employeur. La mesure des soft skills chez les techniciens de l'OFP.
Merci. Vous préférez laisser le collègue passer chercher? Alors, on va céder la parole à M. Adil Harbil, doctorant à l'Université de Bordeaux en France, pour nous entretenir sur les déterminants de l'employabilité des diplômés marocains à l'étranger. Alors, l'employabilité va être au cœur des deux présentations, des deux dernières présentations. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, mon thème d'intervention, c'est sur les déterminants de l'employabilité des jeunes marocains de diplôme à l'étranger. Dans notre cas, en général, je parle des étudiants formés en France. Voilà, donc cette présentation d'être fait avec mon collègue qui ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons techniquement-administratives. Donc on passe par un expert il n'y a pas longtemps pour en faire ne pas être coincé au Maroc. Donc tout d'abord, je remercie l'Observatoire de la francophonie de l'Université de Montréal, le FEIS Franco québécois pour la jeunesse pour le soutien financier, l'Université Mohamed V, l'Université de Bordeaux pour leur confiance. Et le contexte, il fallait chers professeurs de l'Université de Jadida et l'Université de Rabat, donc ils ont signalé, donc ça va me faire gagner un peu de temps pour le chômage, donc c'est juste un contexte général qui est que le fait au Maroc, puisqu'on est diplômé, le taux de chômage est très élevé. Selon les statistiques de Haut Commissaire à Plan, en 2018, on est à 24% pour les diplômés supérieurs contre moins de 5% pour les non-diplômés. Ça le fait d'avoir un diplôme aujourd'hui, ça sauve la mise. Et donc de ce fait, il y a beaucoup d'étudiants marocains qui ont opté la migration étudiante à pour but de bien sûr rendre leur diplôme plus compétitif au retour au pays d'origine. Et donc de ce fait, ils ont opté, donc il y en a de plus en plus, qui ont opté la migration étudiante. Et en général, donc moi je parle pour la France parce que bon, le diapo est un peu moche, mais bon, je vais essayer d'être un peu plus. On voit que la première destination des étudiants marocains, c'est la France, à peu près à 60%. Par exemple, en 2018, on compte à peu près 41 000 étudiants qui ont choisi la France pour les études contre sur 52 000 qui sont en mobilité internationale. Donc, c'est-à-dire la France est la première destination qui lui, pour des raisons historiques, la langue, l'histoire, la facilité d'équivalence des diplômes qui est quasiment automatique. Et donc, après, on est Canada, enfin l'Allemagne, on est à peu près 3 000 étudiants par an, suivi par l'Espagne un petit peu. Et Canada commence à avoir, depuis 2 ans, est monté, on est à peu près à 2 000 donc, étudiants par an. Ce n'était pas le cas parce que peut-être que l'étude, ça change un peu. La France est jusqu'à présent gratuit, mais quand le gouvernement de France a décidé de commencer à mettre les frais pour les étudiants qui viennent de l'étranger. La question de recherche, c'est le fait d'avoir un diplôme en France donne plus de chances pour accès à l'emploi. Puisque aussi l'expérience professionnelle à l'étranger donne plus de chances aussi pour trouver un travail pour ces jeunes d'étrangers. Et donc ici, on a fait une petite enquête pour la région de Souss-Massa pour nos amis qui ne sont pas d'origine marocaine, la région de Souss, c'est à côté de Marrakech, c'est le sud. Bon. Et donc la capitale, c'est Agadir. Donc on a essayé d'enquêter sur... on a fait une enquête qui a visé 30 entreprises, secteur public et privé, semi-privé, donc bien sûr, c'était pas facile de trouver, en fait, ces entreprises, ils sont peu coopératives et surtout l'absence de communication. Parce qu'en fait, notre objectif, donc, c'était la question qui est divisée, c'est-à-dire on posait la question à l'entreprise sur l'année 2018, c'est-à-dire les candidats qui ont postulé pour accès à un poste, et pour voir leur profil. Et donc on dit par exemple le diplôme, l'étude, les barrières par exemple, niveau d'études, nombre d'années d'expérience, lieu d'obtention, et à la fin de la question, on demande est-ce que la candidature a été retenue, oui ou non, pour diviser la question. Parce que si on pose directement la question à l'employeur, lorsque vous préférez quelqu'un qui a un diplôme étranger, on peut orienter directement la réponse si ce n'était pas le cas. Donc les variables qui étaient en général, c'est la prétention salariale, le lieu d'obtention de diplôme, l'année d'expérience, etc. Donc, en général, on a fait un modèle logistique, bon, j'en passe, faire des questions logistiques avec un modèle logique. Donc, pour les premiers résultats statistiques, donc on a constaté, bon, pour l'égalité en femmes, on n'est pas loin, ils sont mieux pour le rapport de nationalité au Maroc, on est presque pareil, ça ne change rien. Par rapport au nombre de diplômés pour ces candidatures, donc on constate qu'il y avait à peu près 20% des diplômes de la France, il y en a un seul chance de venir d'Espagne. Et donc ça aussi, ça reflète la réalité qu'une grande partie des étudiants, ils ont choisi la France. Et donc en Espagne, il y en a 2. Et puis aussi pour la deuxième résultat, pour le profil des jeunes diplômés. Ce qu'on constate, bien sûr, moi je m'intéresse plus pour la France,
c'est que les gens, à peu près, qui ont un doctorat, représentent 20% de notre échantillon. Ça veut en fait pas montrer que les gens qui ont décidé de retourner au pays d'origine, ils ont minimum un bac plus 5 et plus. On a eu 2 cas de licence, mais c'était des cas, on peut dire, atypiques, mais en général, la mobilité de retour, ça c'est stable en général à partir d'un diplôme, si on compte les masters, ingénieurs, doctorats, on est à peu près à 95%. Pour le prévu du jeune, bien sûr, pour la France, on constate que les diplômés, bien sûr, ils ont un diplôme de la France, ils ont le taux d'expérience professionnelle, à peu près 90% ont une expérience professionnelle, soit au cours de la formation dans le cadre des alternances, soit une première primo-expérience après l'obtention du diplôme, contre 70% pour les candidats qui ont un diplôme national. Le profil pour ces diplômes, en général, donc j'ai fait une petite catégorie de regroupement que je l'ai corrigé, mais ça sera sur la publication. Bon, pour ici, littéraire généraliste, ça veut dire qu'ils ont un diplôme littérature française, géographie et philo. Et pour technique, j'ai intégré aussi l'économie, comme technique quantitative. Donc on constate que bien sûr, les gens qui décident de rentrer finalement, ils ont plus de diplômes tout ce qui est quantitatif, économie, physique, informatique, etc. Le profil du diplôme, bien sûr, pour les postes professionnels. Parce qu'au départ, on avait l'échantillon, on avait 233 candidats ici, et ça commence à rétrécir parce que là, on parle directement des gens qui étaient recrutés sur les profils de départ. Et on constate que les diplômés de la France, à peu près en 3 quarts, ils ont un contrat CDI. Ça veut dire, autrement dit, on peut dire contre uniquement 40% pour la diplômée nationale, pour dire le fait que d'avoir, pour retourner, en fait, l'un des principaux motifs de retour, c'est qu'ils sont plus exigeants de demander un emploi plus stable, plus durable, contre, bien sûr, les diplômés nationaux. Maintenant, pour le résultat de notre enquête, on a constaté, bien sûr, pour tout ce qui est plus significatif, premièrement, le sexe, il est plus significatif, plus homme, c'est-à-dire le fait d'être une femme, ça donne 12% de plus de trouver un poste. Mais ce chiffre, je l'explique à prendre avec beaucoup de précautions, parce que c'est une région de Souss-Massa, donc beaucoup d'activités sont visibles dans le tertiaire, le tourisme, c'est-à-dire le fait de faire cette enquête dans une région peut-être à Tanger ou à Casa où il y a plus d'industrie, ça peut changer la donne. Donc je préfère le signaler. Le fait d'avoir aussi une expérience professionnelle, ça joue un rôle très important avec 35% de chances de plus qui ont d'expérience professionnelle de trouver un poste, bien sûr à la région de Souss-Massa. Le lieu d'obtention du diplôme, c'était notre cas, c'était à peu près à 20%, c'est-à-dire le fait de prendre un diplôme en France, ça donne à 20% de plus de chances de trouver un poste par rapport aux diplômes nationaux. Pour le nombre d'années d'études. Donc ici, le nombre d'années d'études sur notre modèle, ça veut dire le fait d'avoir une licence, c'était 13 ans, master 15 ans, c'est-à-dire le fait d'avoir une année d'études supplémentaire, ça donne à peu près 6% de plus de trouver un poste. Et pour les prétendants salariales, c'est l'inverse, ça veut dire le plus de demandes, 10 000 dirhams de plus par an, ça a un effet négatif, au moins 22% de trouver un travail. Les principaux résultats. Donc, le but d'obtention d'un diplôme, quand l'un des facteurs déterminants de l'emploi avec les décisions enquêtées de la région de Souss-Massa, les employeurs expriment souvent une réticence vis-à-vis des prétentions salariales, parce que l'un des éléments qui freinent, si j'ose dire, l'emploi avec de ces jeunes diplômés, c'est des prétentions salariales, parce que le fait de dire, je rentrais au Maroc, par exemple, ils ont décidé de rentrer, alors qu'au fond, avec les petits jobs, ils gagnaient 3 fois plus, donc ça limite leur prétention de retour. Donc il faut faire un effort considérable entre l'alignement des salaires et la rémunération effective. Il y a quelques difficultés pour notre travail, donc déjà, c'est pas facile de trouver bien sûr des données qui retracent le parcours de candidat, parce que j'aimerais bien par exemple de savoir l'origine, les informations socio-économiques et démographiques de la personne, l'origine sociale, etc. Ça permet de donner plus de chances pour voir d'autres déterminants qui peuvent influencer leur employabilité. La taille de l'échantillon, qui peut dire pas représentative, et aussi de trouver des entreprises qui sont coopératives pour donner plus de renseignements. Et en termes de prescriptifs, donc il y aura un qui sera bientôt lancé, qui couvre le territoire plus large, Casa ou Tanger. Donc pour donner plus pour faire la comparaison entre la spécificité, parce qu'on parle d'une région industrielle, peut-être ce ne sera pas pareil comme une région touristique. En même temps, je remercie notre cher proviseur parce que Gilles a beaucoup d'intérêt à votre livre, au retour d'étudiants qui ont fait la formation au Canada, que j'ai oublié, je suis à l'hôtel.
et que ça m'inspire beaucoup de choses. Donc, et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Adil. Vous avez des questions pour M. Adil? Écoute, merci, juste une remarque rapide. Tout à l'heure, j'allais faire une remarque sur les théories que vous avez retenues. Il y a une des théories sur le marché du travail, la théorie de recherche d'emploi, qui explique beaucoup le chômage des personnes avec un niveau d'instruction élevé. Pourquoi? Parce qu'ils sont au chômage, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais leur attente en termes de salaire, elle est élevée, puis ils restent plus longtemps. Et c'est intéressant, ils viennent de confirmer, c'est que les prétentions, les attentes en termes de salaire, ça augmente le chômage. C'est une théorie qui est intéressante à ajouter. En fait. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Donc, quelques remarques sur, vous l'avez signalé ce matin, pour la taille d'échantillon. Et sur quelle approche théorique vous avez par exemple? Parce que le fait de dire entre entreprises, il y a la taille minimale qui se calcule pour que les résultats soient fiables. Est-ce que vous avez respecté? Deuxième des choses, c'est que vous avez dit par exemple pour les femmes, enfin, elles représentent donc plus, on est 12. Et la même chose qui se pose, parce que votre population, vous avez respecté la représentativité entre femmes et hommes. Si vous avez pris beaucoup de femmes, donc c'est automatique, c'est un résultat qui sera automatique. Vous avez compris? Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà. J'essaie de répondre à votre question, parce qu'il y a plusieurs contraintes. En fait, on n'a pas cherché les personnes. Donc, ça veut dire pour les enquêtes, c'était par grave. Donc, suite à un tirage au sort par rapport aux données des données des adresses des entreprises par la Chambre de commerce d'Agadir, c'est vraiment intéressant aux candidats. On va les accoucher le patron, le service de ressources humaines. Pour 2018, les candidats, bien sûr, qu'ils ont passé des entretiens d'embauche. On cherche leur profil. Ici, c'est le chef d'entreprise ou le responsable du gérage qui nous donne par exemple au candidat 1, il est masculin, il a un diplôme en France, il a ça, il est pas. Une telle expérience à l'étranger au Maroc a été retenue, oui ou non. Donc la représentativité des entreprises, oui, mais peur choisir pour les femmes et les hommes, c'est pas moi qui choisis parce qu'en fait, c'est via les entreprises qu'on revient, ça veut dire en fait par exemple, je choisis par exemple l'entreprise X, il va dire bon, il y a 40% de femmes qui vont postuler, 60% d'hommes. C'est-à-dire, voilà. Donc, mais je dis toujours à prendre avec précaution parce que le fait de changer le bassin d'emploi, par exemple, à une ville comme Tanger, c'est plus industriel, ça fait très inverse. Parce qu'à Agadir, pour les entreprises qu'on a enquêtées, bon, pour le secteur privé, il y en a beaucoup pour le tourisme, les finances et les assurances, et on voit de plus en plus que ce sont des postes où il y a plus de demandes. Pas qu'il y a de demandes, mais les femmes sont plus représentées. Ça reste toujours avec ces, mais je prends en compte vos remarques qui sont pertinentes pour les prochaines enquêtes. Merci pour votre enquête, elle est très intéressante. Moi, ma question, pourquoi vous y avez répondu, mais j'ai des questions. Pourquoi choisir la région de Souss-Massa? Elle est 7e au niveau de participation au PIB. Vous avez parlé peut-être que la région, il y a plus de femmes parce que dans la région, il y a plus de touristes. Il y a plus de services, etc. Vous avez distingué entre l'industrie et le service. Moi, je distinguerais en tant que la région elle-même, les gens qui vont revenir à la région Souss-Massa, ce sont des originaires c'est culturel. Les gens de la région, ils reviennent, ils finissent les études, ils reviennent. Moi, j'ai fait mes études à Agadir. Les gens originaires d'Agadir, ils sont restés, la majorité sont restés à Agadir. Pourquoi ne pas faire à Casa, à Tanger? C'est là où il y a les entreprises. C'est là où vous allez toucher beaucoup de personnes qui reviennent d'ailleurs de l'étranger. Ah, d'accord, je vais essayer de répondre à votre question. Je comprends si je suis originaire d'Agadir. Les collègues de Berbères et des Amazirs, ils sont rattachés à leur pays d'origine en général. Mais au départ, j'avais le même prétention, mais c'est pas le cas par rapport à notre échantillon. Parce que quand j'ai vu, surtout pour les industries agroalimentaires, et pour une grande partie qui sont été recrutés, ils ne sont pas d'origine d'Agadir. Il y en a des diplômés qui sont venus de Tanger, il y a un mélange. Ça change de plus en plus, avec plus de projets, il y a notre activité plus importante. Et même aussi pour l'enseignement supérieur, il y a une partie par exemple, c'est la fac des dinosaures d'Agadir, on a fait en fait aussi. Pour les enseignants, il y a beaucoup d'origine d'Agadir, mais plus de la moitié, ils ont fait leurs études.
soit la totalité à l'étranger, soit une grande partie n'est pas à Agadir. Mais il y a aussi, ça peut être une étude sociologique pour dire ce que le fait de la fac d'être natif d'Agadir, ça peut changer, ça peut impacter le fait d'installer. Mais par contre, parce que c'est juste un début d'enquête, il y a une enquête ça sera bientôt menée, soit à Tanger, soit à Casa. J'ai commencé par Agadir parce que j'ai un réseau qui me permet d'accès aux données, etc. On ne peut pas se prétendre dans un... Parce que c'est pas facile, le problème, je vous le signale, au Maroc. En général, pour les entreprises qui ont visité, ils peuvent me dire, moi j'ai le profil des candidats retenus. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux le profil des candidats qui ont postulé, pour bien sûr faire la différence, pour passer, etc. Et au Maroc, vous savez, quand on a parlé, notre cher professeur, il y a beaucoup de PME au Maroc qui ont fait beaucoup. C'est des PME en général familiales. Et en général, le patron, pas tous, mais en général, le patron, c'est lui qui est le gérant, c'est le manager, c'est le boss, c'est l'équipe. Donc il y a peu d'informations pour qu'on n'a pas encore cette culture statistique. Juste un petit commentaire. Est-ce que vous avez rencontré ces personnes-là? Vous avez eu la chance de les rencontrer? Non. Moi, je penserais, dans la continuité, si vous arrivez à faire une étude mixte, avec des rencontres avec ces mêmes personnes, ça risque de changer les résultats de votre étude. Parce que souvent, la décision de rentrer, de s'installer au pays, dans sa région natale, ça dépend d'autres facteurs que l'économie, que le niveau de salaire, que le travail ou pas une expérience professionnelle. Beaucoup d'autres facteurs qui peuvent être élevés. En fait, moi, le thème de ma thèse, c'est l'insertion professionnelle des Léroyens marocains en France après le retour au pays d'origine. Il y a un enquête qui est en cours en France, mais pour les étudiants qui sont en formation pour voir déterminer les retours, qui seront les déterminants de retour ou pas. Parce qu'il y avait des enquêtes, il y avait pas mal d'enquêtes, et donc c'est-à-dire pour voir qui sont les déterminants de retour d'abord. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de rentrer, ils n'ont pas de poste de départ. Sauf certains cas, je le dis clairement, pour les docteurs en économie et en droit, en général, ils restent là-bas pour commencer avec un poste de doc, au chargé d'études, etc. Quand on va avoir une équivalence, parce que ça ne dure pas 3-4 mois, j'en sais rien. Et une fois qu'ils ont un poste, ils postulent, ils reviennent pour passer les concours. Une fois qu'ils ont un poste, ils ne décident pas de rentrer comme ça le jour au lendemain. Mais par contre, pour les masters, ça, il y a même, j'ai lu autre chose avec beaucoup d'intérêt, il faut distinguer les gens qui ont décidé de retour parce que par choix, il y a aussi un retour forcé. J'ai terminé mon diplôme, je ne trouve pas de poste, je loge en je serai dans une situation irrégulière par rapport à la loi. Ça aussi, ça peut changer la vie. Merci. Dernière question, s'il vous plaît. Merci pour la présentation. D'abord, je remarque qu'il n'y a pas de signification, c'est-à-dire l'échantillonnage n'est pas vraiment respecté. Nombre est très limité. Très limité, je pense, vous parlez des gens qui sont revenus de France plutôt que d'autres pays. À mon avis, c'est une étude qui est faite sur les gens qui étaient obligés de revenir de France plutôt que d'autres pays d'Europe. Pour moi, ce ne sont pas des résultats, mais des indications de vie. C'est des limites de la recherche. À mon avis, c'est une étude de cas plutôt qu'une étude scientifique proprement. Le choix de la France, juste pour répondre à votre question, pour le choix pourquoi la France, pour moi c'était le titre de ma thèse, je travaille sur la France. Et je l'assume, je veux que ce sera sur les 30 et qu'ils ont développé la France, parce que c'est les chantiers le plus représentatif. On est plus de 60% des étudiants qui sont de la migration étudiante, c'est la France. Et de plus, par exemple, il a plus de données parce que les autres, ils sont dispersés pour remplir les informations qu'ils ont fait au Canada, qu'ils ont fait en Espagne, il y a quelques parcours en Irlande et tout, on aura du mal à les trouver. Et là, par exemple, là j'ai fait une demande d'officier, j'attends une réponse pour accéder aux informations pour les gens qui ont fait demande d'une équivalence au Maroc pour les enquêter après. Mais le choix de la France, je comprends pour la taille de l'échantillon, mais pour le choix de la France, c'est un choix justifié. C'est juste un doctorant pour l'expression de ces contraintes. Non, parce que si on compare 40 par rapport à 2 ou 3, au point de vue analyse scientifique, c'est difficile d'avoir représenté un par rapport à l'échantillon. C'est 30 entreprises, monsieur. Pour les diplômés, il y a 200-303, il y a à peu près 25% qui ont un diplôme en France. Ça veut dire, en général, si on voit par rapport au nombre de retours,
sur les 4 000 qui auront que les ans, sur les 40 000, c'est 10%, moi je suis à 22%. Ce qui m'a marqué, les 46 parmi les autres. 46, qu'est-ce qu'ils représentent dans l'échantillon global que tu as choisi? Ils représentent 20%. 20%, il faut fonctionner par des pondérations pour les comparer. Pour faire la comparaison n'est pas facile. En tout cas. Non, c'est des technicalités, mais toute étude quantitative a ce genre de limite, on ne peut pas... Non mais parce que, juste pour conclure, de toute façon vos remarques sont pertinentes, moi je signale à la fin que les limites, il faut étendre l'échantillon pour avoir plus de résultats, donc choisir entre bassins, peut-être Tanger a plus de, ou à Casa il y a plus de diplômés français qu'à la région de Sousse. De toute façon, on se rend compte. Merci Adil. Professeur Bali, dernier commentaire. Oui, je voulais juste dire que moi, quand je soutenais ma thèse, mon examinateur externe qui était en Belgique, il a dit pourquoi vous avez choisi seulement ceux qui sont diplômés. J'ai dit c'est pour éviter quelqu'un qui est en master, il va me dire ah je ne sais pas d'abord si je vais retourner ou pas. J'ai dit c'est un choix personnel et je l'assume. Donc je pense que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est cerner et à l'introduction, je suggérerais aux candidats de dire c'est un choix personnel, voilà, c'est ça que je fais, c'est personnel, c'est défini, et puis ça s'arrête là. C'est pas la quantité, à mon sens, qui va compter, mais c'est plutôt la qualité que la recherche va ressortir. D'autres pourront aller mélanger. Moi, j'ai refusé de prendre Côte d'Ivoire, Mali, comparé. J'ai dit non, je prends que la Guinée. Dans mes perspectives, j'ai dit d'autres pourront aller comparer la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal par rapport à la Guinée. Mais mon choix reste sur les étudiants guinéens. Merci. Merci. On va... 30 secondes, allez. Et juste pour... il y a beaucoup d'études qui ont été faites, par exemple l'étude de Caille qui a été faite au Maroc. Il a pris que 45 diplômés marocains dans les Maroc, il a fait un voile. Donc il a 6 limites, mais il a défendu le choix de 45 parce qu'il a des informations. Donc c'est un ouvrage d'une étude qu'il a été fait en 2008. Il a choisi que 45 diplômés français qui ont décidé de retourner au Maroc. Il a fait une étude. Voilà. Parfait, merci. Madame Hind, désolé pour vous avoir fait attendre. Je suis désolé. La formation en alternance comme réponse à l'employeur, c'est la mesure des soft skills chez les techniciens de l'OFPPT. Madame Hind, es-tu enseignante à l'Université Martin V de la... Alors avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Je suis consultante et enseignante en management et mon intervention aujourd'hui porte sur la formation d'alternance comme réponse à l'employabilité. Et donc je m'intéresserai plus particulièrement à l'acquisition des soft skills chez les techniciens de l'OFPPT. Donc avant de mettre en avant les spécificités de la formation en alternance, moi je voudrais dresser un état des lieux du système éducatif marocain, qui comme nous le savons tous, souffre d'un ensemble de carences. Il y a d'abord en fait le classement du Maroc sur l'étude PISA, qui a été réalisée par l'OCDE, et donc témoigne justement de ces défaillances-là. L'enseignement supérieur ne fait pas exception, malgré tous les efforts qui ont été déployés en ce sens pour remédier justement à ces défaillances-là. Je cite à titre d'exemple la réforme du système éducatif qu'a connu le Maroc en 1999, qui limitait l'abandon scolaire et donc qui a un caractère obligatoire pour tous les enfants, donc l'enseignement et l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, et la qualification professionnelle de 50% des personnes arrivant sur le marché du travail. Donc nous avons également la vision stratégique de la réforme 2015-2030, qui vise à édifier une école dans l'équité, l'égalité des chances et la promotion et l'accès surtout à l'éducation pour tous. Donc prennent ces principes-là qui sont en fait les piliers de cette vision-là qui a été lancée, adoptée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique. Alors parallèlement, nous avons la stratégie nationale de la formation professionnelle à l'horizon 2021 qui apporte des avantages à la fois pour les individus et pour l'entreprise. Donc il vise avant tout à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, à améliorer leur employabilité, favoriser la promotion socio-professionnelle pour les entreprises également, et apporte des avantages qui visent à améliorer leur compétitivité, valoriser le capital humain et contribuer à la création de richesses nationales, et j'en passe. Alors, la dernière réforme qui est annoncée, donc la plus récente qui a été annoncée pour la rentrée 2020-2021, est le système bachelor. Alors, qu'est-ce qui fait justement la spécificité du système bachelor? C'est que c'est l'obtention justement d'une licence, donc on va remplacer la licence traditionnelle Bac+3
par un bachelor qui est obtenu par les étudiants sur 4 années. Et donc, quelles sont les spécificités, quels sont les avantages de cette nouvelle réforme? C'est d'améliorer bien évidemment le rendement interne des établissements, améliorer la mobilité internationale des étudiants à travers l'ouverture du système d'enseignement marocain sur des standards qui sont internationaux. Et on connaît un petit peu comment ça se passe, le bachelor et le diplôme bachelor, de manière internationale. Et puis, favoriser également l'employabilité des jeunes. Et donc là, je souligne l'employabilité des jeunes à travers l'acquisition notamment des soft skills. Et donc, cette réforme-là insiste beaucoup sur l'acquisition des soft skills que j'aurai justement l'occasion de clarifier plus tard. Donc, à travers également, notamment, la formation en alternance. Et donc, cette réforme, justement, met en avant les avantages des soft skills et l'acquisition des soft skills par les étudiants dans la formation en alternance, d'où le choix d'ailleurs de ce sujet. Donc, on parle généralement de soft skills, on parle de compétences adaptatives, on parle de compétences transversales, on parle de compétences relatives à l'employabilité, de key competencies, de core skills. Donc, toutes ces appellations veulent dire la même chose. Et on fait justement un point en commun, c'est qu'il s'agit des comportements, des attitudes et de la personnalité des individus qui ont été définis par the Conference Board of Canada, donc les capacités, les attitudes et comportements que les employeurs recherchent chez leurs nouvelles recrues et qu'ils développent, puisqu'on est dans un contexte justement d'inadéquation, d'appareillement entre le marché du travail et les besoins de formation, et donc qui développent au moyen de programmes de formation à l'insertion de leurs employés. On peut les acquérir, bien évidemment, ces compétences, que ce soit à l'école, grâce à un ensemble d'expériences de la vie, en dehors de l'école, y compris, donc bien évidemment, dans le marché du travail, et notamment dans le placement, puisque je vais parler justement de placement et dans le cadre de la formation d'alternance. Bien, alors pour définir les éléments constitutifs des soft skills, ou des compétences transversales, ou des core skills, ou ce que vous voulez, donc là, je me suis appuyée sur les études, sur les travaux de Jackson et Chapin, qui en fait analysent la perception des employeurs quant aux compétences pertinentes pour l'industrie chez les jeunes diplômés. Donc c'est une étude qui a été réalisée, comme je l'ai expliqué, par Jackson et Chapman. Donc l'intitulé c'est Non-Technical Competencies in Undergraduate Business Degree Programs for Swallowing in UK Perspectives. Et donc c'est une analyse qui est, si vous voulez, comparative. Donc là, cette étude nous a permis en fait de résumer les soft skills. Qu'est-ce qu'on entend par les soft skills? Généralement, on a tendance à avoir une petite ambiguïté par rapport aux soft skills. Donc, ce sont ces 10 compétences citées justement sur cette étude-là. Travailler efficacement avec les autres. Et là, je cite le travail en équipe, donc la compétence de travail en équipe, l'intelligence sociale, le respect de la diversité culturelle, etc. Communiquer efficacement, donc d'une manière verbale ou non verbale, et j'aurai l'occasion d'expliquer ça par la suite. La conscience de soi. Donc, développer la pensée critique, et donc à travers la conceptualisation, à travers l'évaluation, développer, analyser les données utilisant la technologie, tout ce qui englobe la numératie, l'utilisation de technologie, etc. Résoudre les problèmes et donc analyser, pouvoir prendre des décisions également. Développer l'esprit d'initiative, et donc on a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat, qui fait partie d'ailleurs des soft skills, donc l'entrepreneuriat, la créativité, donc on parle d'autogestion également, tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est balance et justement gérer si vous voulez, entre la vie privée et la vie professionnelle, donc fait partie de l'autogestion. La responsabilité sociale et responsabilisation, tout ce qui est estime personnelle, tout ce qui est conscience organisationnelle, etc. Et puis développer le professionnalisme à travers l'autonomie, la gestion des priorités, la gestion du temps, etc. Bien. Alors, sur cette étude, je me suis intéressée. Ma population porte sur 160 jeunes étudiants de l'ISA de Rabat qui ont effectué au moins 2 mois de stage de placement en entreprise. Donc il s'agit de 2 niveaux, techniciens et techniciens spécialisés. La différence entre les deux, c'est que les techniciens ont déjà obtenu leur baccalauréat, ont un niveau baccalauréat, donc n'ont pas obtenu leur baccalauréat, précisément intéressant, alors que les techniciens spécialisés ont justement obtenu leur baccalauréat. Filières concernées, donc j'ai cité 3 filières suivantes: secrétariat de direction, commerce, électricité et maintenance industrielle. Donc j'ai analysé les perceptions des étudiants quant à l'acquisition des soft skills. J'ai analysé en fait les pratiques adoptées en salle de classe, dans le centre, à l'OFPPT, qui ont contribué à l'acquisition des soft skills, les expériences de placement qui ont également contribué à l'acquisition des soft skills, ainsi que les facteurs qui vont nuire, si vous voulez, à cette performance et des soft skills. Alors,
de nombreux étudiants ont été en faveur des activités d'apprentissage et d'évaluation en classe, qui impliquent tout ce qui est planification, donc on parle d'objectifs d'autoréflexion, donc ces activités ont permis justement de développer ces compétences-là, d'autoréflexion, de rendement sur les résultats obtenus, de raisonnement, de conceptualisation, etc. Donc les étudiants ont suivi également plusieurs modules qui se sont avérés justement très bénéfiques, que ce soit en gestion du temps et en communication. Et là, je cite les mots d'une étudiante par rapport à la gestion du temps. Donc, je reprends ces mots. Nous avons étudié l'année dernière, en première année, un module intitulé La gestion du temps, où nous avons appris comment organiser notre temps de façon théorique. Et pendant la période de placement, nous avons travaillé sur le sujet d'une manière pratique. Ce qui fait que quand on me confie une tâche, un travail en entreprise, j'arrive à organiser la masse horaire accordée à chaque tâche pour prioriser les tâches les plus importantes et reporter celles qui ne le sont pas. Donc ça, c'est parmi les témoignages. Par rapport à la communication verbale et écrite, c'est une compétence qui est transversale à tous les domaines. Donc tous les étudiants, quel que soit leur domaine, quelle que soit leur branche, ont suivi justement des cours en communication, des modules en communication verbale. Ils ont appris à rédiger leur CV, rédiger leur lettre de motivation, à convaincre déjà le recruteur de leur profil, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés dans ce sens-là, et je vais en parler, et donc à se vendre tout simplement comme entreprise. Donc les activités collaboratives également ont été jugées avantageuses puisque les étudiants ont été amenés à travailler en équipe dans le cadre de plusieurs projets, surtout ceux qui concernent les jeux de rôle, donc, qui se sont avérés avantageuses pour ces étudiants. Par rapport à l'acquisition des soft skills durant leur placement en entreprise, donc les étudiants, à travers en fait, le mentorat et à travers l'encadrement, ont observé d'autres professionnels en contexte réel. Donc ce qui leur a apporté beaucoup de compétences justement en termes de rétroaction, de réflexion, favoriser leur capacité à résoudre les problèmes, à justement penser de façon critique, à communiquer, etc., à travailler efficacement. Donc les réunions, ils ont pu assister, quelques étudiants ont pu assister des réunions régulières sur la gestion du rendement et avec les superviseurs, avec leurs pairs, ce qui leur a permis justement d'acquérir également des compétences en termes de réflexion, de définition d'objectifs, etc. Et donc je cite le témoignage d'une étudiante. Donc les réunions d'équipe pendant la période de stage m'ont énormément aidé à m'organiser, trouver un moyen d'être le plus efficace possible. Donc en termes de communication, des étudiants avaient justement des difficultés puisque les compétences relationnelles et organisationnelles sont celles qui ressortent le plus et sont les plus citées par les étudiants comme étant affinées pendant leur période de placement. Donc c'est pas la peine de lire le commentaire parce que j'imagine que j'ai... Bien. Alors par rapport aux difficultés, là je suis les difficultés. Donc, pour communiquer, donc, des étudiants qui ont éprouvé des difficultés en fait à prouver et à s'imposer dans le cadre du travail. Puisque surtout pour les filières qui sont techniques, donc dans le cas de la maintenance industrielle par exemple, j'ai remarqué que la plupart des étudiants rapportent en fait qu'on nous demande de ne rien toucher et de se contenter de regarder et d'observer. Parce que justement on considère qu'ils sont de simples stagiaires et donc ça faisait partie des difficultés. Certains manquaient également de confiance en eux quand il s'agit de prendre la parole, etc. Et puis les problèmes surtout sont liés à l'insuffisance de placement, où en fait le stage, les tâches effectuées dans le cadre de leur stage ne répondent pas aux objectifs pédagogiques. Et normalement, il faut qu'il y ait un engagement par rapport aux objectifs pédagogiques, puisque le placement n'est qu'une suite de cet objectif-là. Et d'ailleurs, une formatrice nous a apporté que les entreprises ne s'engagent pas dans la continuité des objectifs pédagogiques, où l'étudiant ne trouve pas une structure qui va l'accueillir pour développer les compétences acquises en classe. Par exemple, nous avons étudié le commerce international et peu d'entreprises à Rabat travaillent sur ce volet-là. Il y a également des étudiants qui ont passé carrément la période de stage chez eux, puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver un stage, et ce sont les enseignants qui négocient ces opportunités, alors que normalement, c'est l'OPPD qui devrait négocier ces opportunités. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Une question, on arrête. Allez-y, s'il vous plaît, question rapide. Donc, rapidement, je vous remercie pour votre intervention qui est certes pertinente, mais j'ai quelques remarques. La première, c'est que dans l'état des lieux, vous n'avez pas eu un regard un petit peu sur le long terme. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé auparavant.
Donc, vous avez un petit peu noirci le tableau. Donc, le système éducatif, certes. J'ai noirci. Oui, vous l'avez noirci. Parce que un simple indicateur. Un étudiant marocain, quel que soit son niveau, baccalauréat, licence ou master, lorsqu'il part à l'étranger pour poursuivre ses études, il arrive à réussir. Donc ça veut dire qu'il a eu suffisamment de connaissances pour qu'il puisse aller là-bas. Sinon, après 1 mois, 2 mois, il aurait dû revenir à la maison. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que vous parlez d'instauration du bachelor et l'importance des soft skills. Je vous informe que depuis 2003, lorsque le système LMDA a été mis en place, il y avait les soft skills sous un autre nom. C'est les TEC, les techniques d'expression et de communication. Donc c'est pour cela qu'il fallait peut-être faire cette distinction entre soft skills et hard skills, sachant que le volume horaire pour les hard skills n'est pas suffisant. Donc se contenter des soft skills, ce n'est pas la solution. Merci tout le monde. C'est Pause Café qui s'appelle d'abord.